Bien le bonjour, on se retrouve pour un vlog où je vais vous amener avec moi toute cette semaine, voire les prochains 10 jours, enfin je sais pas encore trop, comme d'habitude. Ça va être un petit peu à la cool, voilà, quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer, j'allume cette caméra et on passe un petit moment ensemble. Et là, j'avais envie quand même de vous emmener avec moi puisque je pars d'ici 15-20 minutes. Je prends le bus direction Porto pour aller visiter les usines de production de Veja. Je précise tout de suite que ce n'est pas du tout une vidéo en partenariat ou quoi, on m'a absolument rien demandé de faire ou de montrer, mais je me dis que je suis quand même pas la seule geek quand même parmi nous à être intéressée par voir l'envers du décor, à quoi ressemble un atelier de production, de fabrication de baskets. Pour moi ça va être la toute première fois. Au fil des années j'ai pu visiter pas mal d'ateliers de production textile, un petit peu partout, mais jamais de fabrication de chaussures, donc vraiment j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est vraiment intéressant avec le projet de Veja, c'est que vous savez, depuis le début, ils fabriquent tout au Brésil parce que c'est là qu'ils trouvent le caoutchouc, donc ils se sont construits une petite industrie en local un petit peu, de baskets avec du caoutchouc naturel. Mais là ils ont décidé de rapatrier une partie de leur production en Europe, au Portugal donc, pour leur clientèle européenne. Ça pour moi, c'est un peu le truc du futur. C'est le truc dont je parle depuis des années, c'est-à-dire que il va falloir que les grandes marques, donc celles qui ont évidemment la possibilité de le faire, mais bon, quand on voit comment le réseau de Zara, H&M est déployé partout dans le monde, il n'y aurait pas de problème normalement pour le faire, c'est vraiment d'adapter le lieu de fabrication au lieu de vente. Donc par exemple, avoir un lieu de production en Europe pour la clientèle européenne, un lieu de production en Amérique latine pour la clientèle d'Amérique latine, en Asie pour la clientèle asiatique, etc. C'est ce qui paraît le plus retour au local possible et le plus de bon sens en fait finalement. Donc voilà, là je pars, on est mercredi, il est 11 h, je prends le bus pour Porto et je reviens dans 2 jours, vendredi midi à peu près. J'espère que ça va être sympa. Je pars sans David, je pars toute seule, je le laisse à la maison. Et allez, je vais boucler ma valise et on y va. Je viens d'arriver à l'hôtel à Porto, ça y est, enfin, après moult péripéties. Il est, je pense, 17 h 30, je n'ai pas déjeuné, j'ai faim. Il y a eu tout un tas de raisons qui ont fait que j'ai pas eu le temps finalement de manger. Donc voilà, je suis affamée. On a rendez-vous à 19 h au bar de l'hôtel, donc j'ai encore 1 h 30 à attendre avant de pouvoir m'alimenter. Je pense que ça devrait aller, mais quand même, j'ai faim. Je voulais vous faire un petit room tour comme font nos youtubeuses préférées pour vous montrer quand même à quel point cet hôtel est magnifique. On arrive comme ça, c'est tout plein de miroirs et de jolies lumières tamisées, c'est beau. Des petits escaliers. Et regardez comme c'est beau. Et ensuite, le clou du spectacle, c'est que la salle de bain est en bas, il faut descendre. Déjà, s'il vous plaît, il y a une penderie avec des peignoirs et des chaussons. Et regardez ça comme c'est beau, je crois que c'est vraiment la partie que je préfère. Ces 2 petites vasques posées avec les lumières un peu comme ça. Je trouve ça super beau. Et au bout du couloir, les toilettes et la salle de bain. Regardez comme c'est grand. Je pense que là, je vais profiter de cette 1h30 qui reste pour me changer, pour être un petit peu plus présentable pour ce soir. Lire un petit peu, répondre à quelques mails aussi, il le faut. Et puis voilà, enchaîner ensuite. Et demain, c'est la grande journée où on visite les fameuses usines. J'ai hâte. On est le lendemain, je viens de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Là, on part visiter l'usine. Je vous amène. Let's go. For Veja, for example, we take a pair of shoes every week to make sure that the production is going well. Là, ce que la dame est en train de faire, c'est qu'elle est en train de tester la solidité du caoutchouc, et ce qu'elle explique en fait, c'est qu'elle fait ça à peu près 1 fois par semaine. Et sinon, ça part en voix off parce qu'il y a tellement de bruit dans l'usine que j'ai pas pu vous expliquer là-bas face à la caméra. Ce qui est toujours hyper impressionnant quand on visite une usine, c'est de voir combien de personnes sont en fait sur la chaîne de production. Là par exemple, pour fabriquer une basket,
il faut 100 personnes. On n'imagine vraiment pas comment c'est fabriqué et pourtant des chaussures, on en porte tous et tous les jours. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment important de mettre des images sur tout ça. J'ai fait sur Instagram un réel où je reprends les 5 principales étapes qui conduisent à la fabrication d'une basket. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vais pas tout reprendre ici, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble grosso modo à toutes les usines que j'ai pu visiter jusque-là, donc ça vous donne vraiment un aperçu. C'est vraiment hyper important de comprendre comment les choses qu'on achète sont fabriquées, mais ensuite, la deuxième étape, ça va être de se poser tout un tas de questions. Par exemple, est-ce que les ouvriers dans l'usine sont payés au salaire minimum? Si oui, est-ce que le salaire minimum correspond à un salaire qui leur permet d'avoir une vie sereine? Est-ce que y a des choses qui sont faites contre les troubles musculo-squelettiques? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, les employés changent de fonction? Parce que vous voyez qu'ils sont quand même sur une espèce de chaîne, donc est-ce qu'ils font toute l'année, toute la journée les mêmes mouvements, ou alors est-ce qu'ils tournent en fait, est-ce qu'ils changent de fonction, donc est-ce qu'ils changent de mouvement? On peut se poser des questions aussi sur les conditions de travail, mais ça va surtout concerner les pays en dehors de l'Union européenne. Et par exemple, est-ce que les employés ont le droit au syndicat? Est-ce que leur parole est entendue? Combien d'heures travaillent-ils dans la semaine, etc. Est-ce que les heures travaillées en plus du contrat, si contrat il y a bien sûr, sont rémunérées? Et tout ça, voilà, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes à se poser quand on commence à étudier une usine. Mais là les gars, je me rends compte que je suis un peu partie en mode podcast, donc je vais peut-être m'arrêter là. Et si ça vous intéresse de jeter un œil à d'autres usines, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vous intéresser. Pareil, je les mets en barre d'infos. Me voilà revenue et je suis en bonne compagnie. Alors, compagnie de David qui se planque, mais aussi de notre nouvel extracteur de jus, puisque oui, mesdames et messieurs, nous avons enfin investi dans un extracteur de jus. Ça faisait des années que David et moi, enfin surtout moi, mais bon, David me suivait un petit peu dans cette obsession. Ça faisait des années qu'on avait envie d'un extracteur de jus, et puis on attendait. Et là, c'était notre cadeau mutuel de Noël. Donc le voici, regardez, s'il est pas beau. Et on a déjà expérimenté un jus vert excellent. On a fait pomme, citron, gingembre, choux verts, c'est des choux qu'on retrouve pas trop en France. Ça ressemble à des... Enfin, c'est un chou-feuille. D'habitude en France, les choux-feuilles qu'on a, c'est des choux kale, donc un peu frisés. Et là, c'est voilà, un chou-feuille pas frisé, avec une feuille un petit peu plus fine. Bref, on en trouve partout ici au Portugal, mais pas trop en France. C'était excellent. Notre premier jus était vraiment très bon. Et là, ben, je vous branche parce que on va faire notre deuxième jus. Et cette fois-ci, je pense, à base de carottes, je dirais. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Et orange. Carotte orange, est-ce qu'on a un petit peu de betterave ou citron? Le but c'est qu'on va faire avec ce qu'on a. En fait, il y a autour de chez nous 2-3 fermes en permaculture, bio, etc. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. Il y en a plusieurs autour de chez nous et qui, en plus de ça, livrent des petits paniers hebdomadaires. Donc, à chaque fois, c'est notre jeu favori, d'essayer de composer un peu les repas de la semaine, et là en l'occurrence on va rajouter le jus en fonction de ce qu'on nous livre. Et quand on a passé la commande, il y avait offert un petit kit de mise sous vide comme ça, donc ça veut dire que quand on fait notre jus, on peut le faire pour 2 fois par exemple, et mettre le surplus dans une bouteille en verre, fermer sous vide, et comme ça, ça préserve tous les nutriments pour le lendemain. Donc c'est quand même pratique parce que comme ça, on peut faire du jus et en avoir pour 2 jours. Allez, je vous pose ici et on se lance dans le jus. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai cette tête, d'ailleurs, parce que non, je ne mets pas de rouge à lèvres rouge tous les jours, même si je serais totalement en droit de le faire, c'est parce que je viens de vous tourner une vidéo de décryptage et qui est peut-être même sortie la semaine dernière, à l'heure où vous voyez cette vidéo. C'est bien possible. Alors, on est encore un petit peu débutant, hein, bien sûr. Donc là, on est parti sur 6 carottes que je vais m'empresser de laver. 2 morceaux de gingembre. On va mettre ça aussi, une sorte de chou à feuilles. Vous voyez, c'est exactement le truc, ce que je vous disais. Les Portugais adorent tout type de choux. Et donc, ils sont vraiment plus riches que nous en termes de diversité de choux. Et donc, voilà. Là, on en a un. De type...
Je sais pas, ça ressemble presque à des blettes, un peu avec la grande tige et la grande feuille comme ça. Bon, voilà, on va mettre ça là-dedans. On va mettre 2 oranges et quelques clémentines. Tout ça, ça nous vient directement du jardin du grand-père de David. Donc elle commence à... On était reparti de là avec des pleins paniers. Maintenant on arrive sur la fin, donc il va falloir qu'on commence à épuiser nos stocks parce qu'elle commence à vieillir, évidemment. Et ça, c'est ce qu'on retire une fois qu'on a extrait tout le jus des carottes. Donc on va s'en servir demain pour faire, vous savez, des petites croquettes avec des petites herbes, un peu de chapelure, quelque chose comme ça, revenu à la poêle. Bref, on va tester demain. Mais ça va être bon, je pense. Et c'est tout prêt à l'emploi. Et voilà le travail. Et franchement, il est pas si mal. On a peut-être forcé un petit peu trop sur le gingembre. Mais ça passe, franchement ça passe. Et alors je vous parle depuis tout à l'heure alors que mon rouge à lèvres part en latte. Désolée, j'avoue que j'aurais pu faire un effort. Est-ce que c'est pas un luxe ultime franchement de faire ses propres jus? Est-ce que vous faites des jus vous chez vous? Racontez-moi un petit peu tout ça. Et quelles sont vos meilleures recettes aussi? Je veux savoir. Allez, à la vôtre. Je vous reprends, on est sur le terrain et là on est en train de faire quelques photos de ce look que j'ai composé ce matin, principalement avec des pièces vintage. Je sais pas, j'ai envie sur Instagram de recommencer un petit peu à vous montrer les looks comme ça. C'est un truc en plus que vous me demandez. Donc écoutez, on y est. Donc là on s'est mis sur le terrain. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est beau, à contre-jour comme ça. Bon, on est venu aujourd'hui simplement pour aller déposer notre compost, puisque il me semble que je vous l'ai expliqué dans une vidéo, mais je suis pas certaine qu'elle soit déjà sortie. Mais notre compost est ici sur le terrain, donc en fait on a plusieurs contenants à l'appart qu'on range toujours au frigo. Astuce de fou, vraiment, mettez votre compost au frigo les gars, comme ça il n'y a jamais de petits moucherons. Et du coup bah voilà, quand on arrive, quand ça commence à être plein, on vient sur le terrain. On met tout ça dans un coin qu'on a dédié pour le compost et on mélange ça aussi avec la litière des minous qu'on apporte aussi. Donc voilà, aujourd'hui on venait pour ça et il va falloir qu'on revienne absolument. On a commencé la semaine dernière mais il va falloir qu'on revienne vite pour terminer la taille de nos arbres fruitiers, puisqu'on a beaucoup d'arbres fruitiers ici sur le terrain. Je pense sincèrement qu'il y a une 50aine d'arbres. Et il faut qu'on les taille, nos pauvres arbres, parce que ça va faire 15 ans à mon avis que personne ne s'est occupé d'eux. Et voilà, il faut qu'on leur donne un petit coup de boost. Le truc c'est qu'on est complètement novice en la matière, et David et moi. Donc vous m'avez conseillé quelques bouquins, il faudrait que je passe commande pour qu'on y connaisse un petit peu plus, parce que pour l'instant vraiment on est sacrément limité. Mais j'ose espérer que ce sera ce week-end et que je vous emmènerai avec nous. Je vous montrerai un petit peu nos prouesses, comme ça ceux qui s'y connaissent pourront me dire dans les commentaires si on fait vraiment n'importe quoi ou si vous avez des conseils ou quoi, parce que vraiment voilà, on a la responsabilité de ces pauvres arbres. Mais je ne sais pas sur qui ils sont tombés les pauvres, mais en tout cas des gens volontaires hein, qui veulent vraiment bien faire. Mais pour l'instant, connaissances plutôt limitées dans le domaine. Et j'en profite pour vous montrer. Bon, ça c'est une partie du terrain, donc avec, vous savez, tous les bâtiments qu'on a vidés. Là, il faudra absolument aussi que je vous sorte la vidéo tout bientôt, parce que tout est filmé. Et regardez comme c'est vert. Le terrain est vraiment, en hiver, il est tout vert, tout gorgé d'eau. Et ça fait plaisir, hein, parce que bon... Oh là là, regardez ce que je vois là-bas. Oh, regardez. Vous la voyez? Ce petit éclat de couleur. Oh, il va falloir qu'on la bouture, qu'on la sorte de là. Je voulais vous montrer les petites croquettes, vous savez, qu'on a faites avec les déchets, entre guillemets, des carottes de notre extracteur de jus. Regardez comme elles sont belles. Et donc avec les résidus de carottes, on a mis des haricots qu'on a mixés avant, on a mis du fromage râpé vegan et on a mis du romarin parce qu'on en a pléthore. On a mis aussi quelques épices
Et puis voilà, on a composé nos petites croquettes, on a mis ça au four et on s'apprête à goûter. Regardez-moi comme c'est beau, avec un petit peu de riz, de légumes lacto-fermentés, un petit peu de tofu, un petit peu de salade, le tout assaisonné avec huile d'olive, balsamique et gomasio. Régal. Je vous retrouve déjà pour vous dire que nos croquettes à la carotte, c'était absolument délicieux, une véritable réussite. Donc on va continuer, mais avant tout, parce que je voulais vous faire un petit update parce que j'ai passé une énorme commande de livres, alors d'occasion quand j'ai pu trouver et pas d'occasion quand il n'y avait pas, parce que j'ai eu à un moment donné, donc il y a je sais pas, il y a quelques semaines, un mois peut-être, je me suis rendu compte en fait que je ne lisais, alors pas plus parce que je lis toujours, hein, je suis toujours en train de lire des trucs, et je suis toujours en train de lire des livres, mais par contre je ne lis plus de romans depuis hyper longtemps. Parce qu'en fait je me suis aperçue que y a beaucoup de personnes qui m'envoient leurs livres, et ces livres-là je les lis. Et bien souvent ce ne sont pas des romans, vous savez, c'est des livres sur, alors je sais pas, la consommation responsable, la mode éthique, le développement personnel, enfin ça peut être l'alimentation végétale, ça peut être tout un tas de choses. Je me retrouve à lire des livres pratiques et je me rends compte qu'en fait ça ne me sollicite pas autant qu'un roman, c'est-à-dire que j'ai plus de difficultés à me remettre dedans une fois qu'il est fermé, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je lis moins. Mais pour moi c'est un véritable drame de lire moins parce que j'ai toujours été quelqu'un qui lit beaucoup et je me suis rendu compte de ça. Donc je pense que j'ai vraiment écouté ma petite voix intérieure, puisque quand il a fallu que je me dise bon bah je commande quoi comme livre, en fait vous savez dans mon téléphone j'avais une application Notes sur laquelle en fait pendant des années j'ai inscrit des tas et des tas et des tas de livres que je voudrais lire. Et bon, évidemment, j'ai pas tout commandé, hein, mais j'en ai commandé quand même pas mal. Donc écoutez, je voulais vous faire comme ça un petit haul livre, si ça vous dit, si ça peut vous inspirer, vous donner envie de lire déjà, dans un premier temps, de recommencer à lire un livre, de vous attaquer à votre pile à livres qui vous attend peut-être chez vous, ou alors que ça peut vous donner peut-être des idées de prochaines lectures. Donc écoutez, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc c'est parti. Je commence par celui-ci, Les Enfants de minuit de Salman Rushdie. Pourquoi est-ce que je commence par celui-ci? Parce que c'est celui qui a directement retenu mon attention quand il est arrivé. C'est celui que... Voilà, je suis en train de le lire, je suis à peu près au tiers, et j'adore pour l'instant cette lecture-là. C'est plein de couleurs, plein de caractères, vraiment ça faisait... Enfin vraiment je suis tellement heureuse de recommencer à lire des romans, parce que c'est aussi là qu'on retrouve évidemment les belles plumes, ou les plumes à caractère, en fait Salman Rushdie, ne serait-ce que dans sa façon d'écrire, ça amène tout un tas d'images, ça amène tout un tas de couleurs, ce que je vous dis, il y a tellement de caractère en fait dans sa façon d'écrire, mais c'est génial. Bon, je vais peut-être pas vous faire le résumé à chaque fois, je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? C'est aussi que quelque part, je ne connais pas les résumés, parce que moi, je me refuse toujours, vous savez, à lire la 4e de couverture, j'ai peur que ça me spoil. Et parfois, les éditeurs font des mauvais coups comme ça, et on ne lit pas l'intérieur du livre de la même façon. Si on a lu la 4e de couverture parfois. Et ça me gêne un peu. Donc bien souvent, je ne lis pas cette 4e de couverture. Donc tant que je n'ai pas lu le livre, je ne peux pas vous en faire le résumé. Mais bon voilà, Salman Rushdie, ça fait partie des grands classiques, j'ai envie de vous dire. Et je n'avais encore jamais lu de livre de cet auteur. Voilà, je peux peut-être vous lire juste ça. Saga baroque et burlesque qui se déroule au cœur de l'Inde moderne, mais aussi pamphlet politique impitoyable. Les Enfants de minuit est le livre le plus réussi et le plus attachant de Salman Rushdie. Moi, c'est aussi ce que j'avais lu, que s'il fallait lire qu'un seul livre de Salman Rushdie, c'était celui-ci. Et moi, en tout cas, je ne peux que le conseiller. Je n'en suis qu'au tiers, mais vraiment rien que pour ce premier tiers, il vaut le coup. C'est un bonheur. J'ai commandé quelques classiques aussi, quelques classiques que j'avais envie de lire. Alors attendez... Non, pas celui-là. Voilà. 3 classiques ici. Donc peut-être que vous les avez déjà lus. L'homme qui rit de Victor Hugo. Un petit pavé, n'est-ce pas? Alors j'ai déjà lu du Hugo et j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai même lu pas mal de choses de Hugo, que ce soit en prose ou en vers, parce que Hugo a fait beaucoup de poésie.
Et je suis vraiment assez sensible à la plume de Victor Hugo. L'homme qui rit, encore une fois, je ne sais même pas de quoi ça parle. Et j'arrive même pas à lire d'ailleurs cette fameuse 4e de couverture à cause de l'étiquette Momox. Victor Hugo brosse un tableau époustouflant de l'aristocratie anglaise des années 1700. À la fois roman d'aventure, exposé historique et social, drame injouable et poème visionnaire. Ce roman est le plus fou de tous ceux de Hugo. Je ne sais plus bien pourquoi ce livre était dans ma pile à lire. Est-ce que c'était parce que parfois il suffit simplement que ce soit quelqu'un que j'apprécie dans la vraie vie ou sur les réseaux qui disent mon livre préféré c'est celui-ci pour que hop le livre finisse dans ma pile à lire, ou aussi quelqu'un qui a une grande influence sur ma fameuse liste, c'est Augustin Trapenard. Je n'ai TikTok que grâce ou à cause de lui, parce que très régulièrement il fait des revues de livres et j'adore l'entendre parler de livres et j'ai l'impression qu'on aime quand même un petit peu les mêmes choses. Donc c'est vrai que bien souvent il y a des livres qui se retrouvent dans ma pile à lire à cause, à nouveau, ou grâce à lui. Donc je ne sais plus bien pourquoi celui-ci est arrivé là. Tout ce que je peux lui reprocher, c'est cette couverture absolument horrible. C'est l'affiche du film, en fait. Et j'ai même derrière... je sais pas, ça doit être une édition qui a été faite avec pour la promotion du film, ou je sais pas. Mais j'ai même derrière le nom de l'affiche du film, dont ici le fameux Gérard Depardieu. Je pense que je vais être obligée de, je sais pas, de coller des autocollants. Non mais regardez comme c'est moche. C'est Momox, donc voilà, j'ai pris ce qu'il y avait, mais... non, vraiment, ça ne va pas. Autre grand classique, Martin Eden de Jack London. Celui-ci, ça fait vraiment des années que je veux le lire. Il y a plein de gens que je connais qui le mentionnent comme leur livre préféré. Donc à un moment donné, voilà, quand les chemins se croisent comme ça, il faut aller jeter un œil. Et dernier classique, celui-ci il est tout petit, je suis deg, j'adore Annie Ernaux. Annie Ernaux, écrivaine française, prix Nobel de littérature quand même. J'avais lu La femme gelée que j'avais absolument adorée et qui m'a vraiment remué. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Moi, je le trouve absolument brillant, ce livre, La femme gelée. Je l'ai lu il y a vraiment des années. Et même, vous savez quoi? Je crois même que je l'ai lu, que ça fait partie des premiers livres que j'ai lus sur ma liseuse pendant notre tour du monde sans avion. Donc, vous voyez, il y a ce contexte-là aussi. Et il s'y inscrivait parfaitement. Donc, il est teinté aussi de tout ça. Mais j'avais vraiment adoré La femme gelée. Et donc là, L'événement. Et il me semble que celui-ci, L'événement, il fait vraiment partie des livres qui sont conseillés pour découvrir l'autrice. Donc voilà, on verra ça. Mais encore une fois, c'est tout petit. Ensuite, on continue avec une autrice italienne que j'adore. C'est j'ai lu tous ses autres livres, je crois que c'est le dernier qu'il me reste. C'est Silvia Avallone, ça c'est l'autrice. Et le titre, c'est Marina Bellezza. Vraiment, j'adore. J'adore la plume de cette autrice. C'est toujours hyper sensible. Et puis ça se passe toujours... c'est toujours des ambiances avec une chaleur écrasante. On est tellement dedans. On est à la fois tellement mal et à la fois c'est tellement bien. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré que sur les livres de Silvia Avallone. On peut pleurer même sur un détail, tellement il y a de la poésie un petit peu partout. C'est souvent très dur aussi, hein, c'est rarement des histoires faciles, mais j'adore. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous conseillerais Une vie parfaite. Je crois que c'est mon préféré d'entre tous. C'est aussi parce que la structure du récit, la façon dont il est monté, je trouve que c'est absolument brillant. Un bouquin aussi de Baptiste Beaulieu, je n'ai jamais lu encore de livre de cet auteur-là, et pourtant je le suis sur Instagram depuis des années. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est quand même pas mal suivi, je crois. Il s'agit de quelqu'un qui a la double casquette médecin et auteur, donc c'est quand même plutôt pas mal, et en plus de ça, il a l'air ultra sympathique, et je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'il dit, toutes ses prises de position sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il fait un bien fou à notre société, n'est-ce pas? Et donc écoutez, j'avais bien envie de découvrir à quoi ressemble sa plume, et à quoi ressemblent ses romans, donc ce sera l'occasion. Vous voyez la pile qui augmente là, au fur et à mesure. Les deux derniers romans que j'ai là, je pense justement qu'ils sont dus à Augustin Trapenard. Celui-ci, j'en suis quasiment sûre. Lettre à une noire de Françoise Ega. Je me demande si
ce n'était pas s'il n'avait pas fait une vidéo où il disait voilà, s'il n'y a qu'un livre à retenir, alors il me semble que c'était l'année 2022, donc voilà, en janvier 2023, il me semble, hein, si ça se trouve je vous dis n'importe quoi, mais je me demande s'il n'y avait pas eu un truc comme ça, s'il n'y a qu'un livre à lire ou mon livre, le livre qui a retenu le plus mon attention en 2022, c'est Lettre à une noire de François Zega, et évidemment à chaque fois qu'il parle d'un livre vous avez envie de le lire, il a un don pour mettre en avant des œuvres vraiment. Françoise Zega, c'est une ouvrière et activiste sociale martiniquaise qui a été de toutes les luttes pour l'égalité. Elle est aussi l'une des voix importantes de la littérature antillaise. Tout à la fois chronique du refus de l'aliénation, enquête sociale, histoire intime et manifeste politique, ce texte est une contribution essentielle aux réflexions actuelles sur les rapports de classe, de genre et de race. Et enfin, La cloche de détresse de Sylvia Plath. Vraiment, alors celui-ci, je ne me rappelle plus du tout comment il est arrivé dans ma pile à lire, mais c'est pour ça que j'accuse Augustin Trapenard, hein, encore une fois. Ah, remarquez peut-être pas, parce que c'est un livre féministe, donc peut-être pas que ça vient de là. Je sais pas, je vous dis. Mais bon, c'est ça aussi qui est sympa, je trouve, dans ma pile à lire, ou en tout cas dans cette liste que j'ai, c'est qu'il y a des livres qui viennent de tous horizons. Je ne sais plus forcément pourquoi est-ce qu'ils sont là, mais en tout cas, à un moment donné, j'ai entendu parler d'eux et je me suis dit, ouais, celui-là, il faut que je le lise. Et donc du coup, voilà, je me retrouve avec cette pile-là. Je sais plus vraiment d'où ça vient, pourquoi, mais ils vont me plaire et ils vont pas parler de la même chose parce que ma source d'inspiration n'a pas été la même. Donc vraiment, si vous ne le faites pas, ça, d'avoir une petite note, c'est pas forcément numérique, ça peut être sur un carnet que vous avez. Dès que vous entendez parler d'un livre que vous avez envie de lire, vous notez le titre, l'auteur, et puis c'est tout. Découragée, rongée par de profondes angoisses sur sa condition de femme, obsédée par sa vocation manquée d'avance, Esther ne mange plus, ne dort plus et n'écrit plus. Elle glisse peu à peu dans une grave dépression qui la détache des siens, de son corps et de la vie. Bon, ça n'a pas l'air joyeux, hein. D'inspiration autobiographique, La cloche de détresse est l'unique roman de l'autrice, qui met fin à ses jours un mois après la publication du livre, à 31 ans. Ah oui, d'accord. On n'est effectivement pas sur quelque chose de joyeux. Donc ça, vous voyez, heureusement peut-être que j'ai lu la 4e de couverture avant, histoire que je me retrouve pas à me plonger dans ce livre à un moment où je suis dans un bad mood, vous voyez. Voilà pour toutes mes acquisitions. Et je voulais aussi vous montrer celui-ci qu'on a acheté quand on était en Angleterre, à Londres, avec David. Puisque, attendez, je sais même pas si je vous l'ai dit par ici, mais on est parti une semaine à Londres pour fêter le Nouvel An et pour fêter aussi la dernière décennie, puisque il y a 10 ans, on a habité à Londres pendant presque un an avec David. C'est là qu'on faisait nos stages tous les deux. On a adoré, vraiment, on a adoré cette partie de notre vie. Enfin, il y a beaucoup de parties de nos vies qu'on a adoré, on a cette chance-là. Mais voilà, on a adoré habiter à Londres. C'est une ville qu'on aime beaucoup. Et donc là, on y est revenu, voilà, pendant une semaine, pour fêter ces 10 dernières années. Ça se fête quand même 10 ans. Et ce qu'on a découvert à Londres, je ne sais pas si ça existait du coup il y a 10 ans déjà, c'est les restaurants Mildred's. C'est une chaîne de restos à Londres. Alors peut-être qu'en plus il y en a ailleurs dans le pays, mais c'est une chaîne de restos végétale. Je veux dire, on mange vegan dans ces restaurants. C'est une chaîne de restaurants vegan. Le concept même, ça ne peut exister qu'en Angleterre. Et donc ils ont sorti plusieurs bouquins avec leurs recettes. En général, pour que j'achète un livre de cuisine, il faut qu'il soit d'une culture différente de la mienne, pour que ça m'apporte en fait d'autres idées. Et donc là, voilà, je trouvais ça absolument génial, surtout que tout était délicieux, hein. J'ai oublié de le préciser, mais tout était très très bon dans ces restaurants-là. Et donc il y a plein de super idées, et notamment aussi pour faire l'English breakfast qu'on a goûté chez eux et qui était excellent, avec plein de bonnes idées. Donc voilà, on a plein de choses à bosser là-dedans, mais j'adore en fait cette idée d'avoir plein de livres de cuisine d'un peu partout dans le monde. C'est un truc que j'ai commencé à faire et je suis très contente de ma petite collection jusqu'à maintenant. Donc voilà, le Mildred's Vegan. Voilà pour cette petite pile à lire. J'ai du boulot, n'est-ce pas? D'ailleurs, je pense que... Non, je crois que j'ai encore quelques mails auxquels il faudrait que je réponde. Mais il faut que je m'astreigne à lire un petit peu chaque jour. Il faut que je me force, les gars. Je me refais aspirer dans la spirale du travail infini.
et je pense que toute personne qui travaille à son compte et qui me regarde sait de quoi je parle. C'est-à-dire que il faut se fixer des règles, sinon on travaille du matin jusqu'au soir sans s'arrêter, jamais. On se retrouve plus tard. Me voilà revenue. J'avais envie de vous montrer la petite pépite que j'ai trouvée au marché vintage où on est allé à Lisbonne il y a quelques jours. Je voulais vous emmener avec moi, mais écoutez, j'ai filmé avec mon téléphone, je vous ai montré ça en story et compagnie. J'ai complètement oublié de vous emmener vous avec la caméra. Donc ce que je vais vous montrer maintenant et que Instagram ne saura pas, c'est à quoi ressemble la petite blouse de mamie que j'ai trouvée là-bas. C'est un marché qui s'appelle Anjos 70, il se présente un petit peu comme étant le plus grand marché alternatif de Lisbonne et je crois que ça ouvre tout le week-end, enfin tous les week-ends, il me semble que c'est à peu près ça, peut-être que ça saute certains week-ends, mais dans tous les cas, voilà, c'est le week-end, ça se passe au nord de Lisbonne, donc c'est quand même assez éloigné du centre-ville. C'est vrai que si on compare avec l'Angleterre, on risque d'être déçu, hein. C'est pas Notting Hill, c'est pas Brick Lane, non, c'est pas à ce niveau-là, mais quand même, il y a quand même du choix, c'est assez grand, il doit y avoir, je crois qu'ils disent qu'il y a 50 stands, donc vous voyez, dont certainement 30 de seconde main, et le reste c'est des petits créateurs qui viennent présenter un petit peu ce qu'ils font. Ça va des bijoux à la déco, même aux vêtements. Il y a aussi une ou deux marques de mode éthique. Enfin bref, c'est un chouette marché alternatif et en plus de ça, il y a plusieurs stands, je dirais bien 4 ou 5 stands de bouffe et de bouffe vegan et c'est super bon. J'ai trouvé là-bas une incroyable veste orange de travaux, une veste de travaux vraiment, mais magnifiquement bien coupée, vraiment c'est hyper belle avec une couleur orange vive, splendide, sauf que David n'a pas du tout validé. Or, bon, j'écoute rarement l'avis de David, hein. Franchement en termes de look, il est très rarement raccord avec moi. Mais là je sais pas, il m'a convaincue, donc j'ai laissé cette fabuleuse veste orange sur son cintre. J'espère que quelqu'un d'autre qui n'aura pas un copain rabat-joie l'aura prise. Du coup, je me suis vengée sur cette incroyable blouse de mamie à fleurs comme ça. Regardez-moi ces couleurs. Je vais la passer. Voilà la bête avec de magnifiques boutons comme ça. Je me dis qu'avec un beau rouge à lèvres rouge, ce sera joli comme tout. Au niveau de la compo, l'étiquette est complètement délavée, donc ça veut dire quand même que le truc a été beaucoup porté, parce qu'une étiquette complètement délavée, ça veut dire que ça a été beaucoup lavé. Mais du coup, je n'ai pas la compo. Mais je pense qu'on est sur du... Enfin, je pense qu'on est sur du 100% synthétique, mais du 100% synthétique vintage. Le polyester de l'époque était vraiment d'une qualité bien meilleure à celle d'aujourd'hui. Et donc en fait, quand vous avez... Enfin, en fait, ce matériau-là, je sais pas si vous arriverez à bien cerner le truc, mais le truc est hyper épais. On dirait, à vrai dire, et c'est doux comme de la soie. Vraiment, c'est doux comme de la soie. Et je pense pas que ça en soit justement pour l'épaisseur. C'est comme si c'était une soie un peu épaisse. Et en fait, j'ai commencé à réaliser ça justement parce que quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai fouillé un petit peu dans ses armoires et j'ai trouvé quand même pas mal de pièces en polyester, et c'est du polyester qui vraiment ressemble à de la soie et qui est impeccable, alors que ma grand-mère n'avait pas beaucoup de vêtements, qu'elle les portait souvent, et on est vraiment sur des tissus impeccables. Aujourd'hui, la qualité du polyester, ça n'a plus rien à voir. Enfin, je suppose évidemment je suppose que toutes les qualités existent, mais en tout cas la qualité qu'on va retrouver en fast fashion, ce n'est pas du tout celle qui était utilisée pour cette veste, pour cette blouse par exemple, ou pour les robes de ma grand-mère que j'ai pu récupérer. Il y a eu vraiment une détérioration, et évidemment une détérioration du coût aussi, hein. Je suppose qu'aujourd'hui, produire du polyester de mauvaise qualité, ça ne coûte plus grand-chose. Dans la vidéo, si vous voulez, que j'avais faite sur Shein, il y a des images où on voit qu'un maillot de bain en polyester, il y a juste à le frotter entre ses mains pour que les microparticules de plastique tombent à l'œil nu. Enfin, c'est pour vous dire la qualité de polyester que Shein utilise. Bon, et je vous reprends parce que je pense que je vais terminer le vlog là.
juste pour vous dire, enfin pour vous souhaiter du courage, parce que si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, c'est la loose en ce moment, punaise. C'est toujours la même rengaine. Hein. C'est dès que j'allume mon fil Instagram qui est plein des actus, et non mais en ce moment, sérieusement, le monde part à volo. Ça, je peux vous le dire, j'ai l'impression que peu importe où je regarde, ça ne va pas. Donc je suis pleine de tristesse, pleine de colère. Mais c'est comme ça, il faut continuer à avancer, il faut continuer à s'emparer des petits bonheurs qu'on trouve de ci de là dans notre quotidien. Il faut continuer à avancer, mais comment vous dire que... Franchement, je sais pas où on va les gars. Et si vous êtes dans le même état... Alors, il y a une forme d'éco-anxiété de manière certaine, mais pas que, je veux dire, c'est pas que de l'éco-anxiété, c'est simplement... c'est une inquiétude sur l'avenir, mais pas seulement d'un point de vue environnemental, c'est aussi qui sont les gens qui sont au pouvoir, je veux dire... comment on va s'en sortir en fait. Parfois j'ai vraiment des grands moments de découragement et je sais pas, et je me dis que en fait tout ce que je fais, tout ce qu'on fait à notre petite échelle, bah, finalement c'est assez vain quand on voit que les personnes qui ont le pouvoir dans le monde cherche pas tellement le bien commun, ou le bien collectif en tout cas. Quand on voit avec quelle indifférence il y a des innocents qui meurent sous les bombes, avec quel mépris on reçoit les plaintes, les manifestations de tout corps de métier, tout, hein. Il y a qu'à regarder le CV de la plupart de nos ministres qui devraient être en prison. Enfin bref, là je suis partie pour... Voilà, c'est la rengaine. Mais écoutez, ça tourne perpétuellement dans ma tête en fait, parce que y a beau, voilà, vous allumez votre fil d'actu et il y a que des trucs comme ça. Les bonnes nouvelles sont assez rares. Avec avec l'arrivée de la crise économique qui pointe son nez, donc avec les inégalités qui se creusent, donc le mécontentement, le grondement, il va se faire de plus en plus entendre et de plus en plus réprimer nécessairement, donc c'est pour ça que c'est en train de monter un petit peu. Évidemment c'est sur fond de dérèglement climatique tout ça, donc on a des villes, Barcelone par exemple, alors qu'on est début février, ils sont obligés de se faire livrer de l'eau par bateau pour pouvoir arroser leur culture. C'est certainement très maladroit ce que je suis en train de dire parce que j'ai envie de parler de tout et finalement je parle de rien. mais c'est parce que tout ça, ça peut être mis dans la case gloubi-boulga démoralisant, vous voyez, ça touche à tout, et c'est pour ça que finalement, là quand j'en parle, ça n'a ni queue ni tête. On pourrait parler aussi du glyphosate, on pourrait aussi parler de la définition du viol, tous ces sujets en fait qui tournent en boucle depuis des semaines et qui sont sur fond en fait, sur fond de montée des inégalités, et des plus riches qui finalement s'enrichissent pendant que les plus pauvres s'appauvrissent. Tout ça c'est en train de se creuser, j'ai l'impression à vitesse grand V. Et comment vous dire que forcément en fait ça joue sur le moral. C'est évident. Et en fait la vidéo que je vous ai faite, la dernière vidéo que je vous ai faite de l'année 2023 pour parler du fait que ça fait plusieurs années que je frôle le burn-out à la fin de l'année, forcément hein, il y a une grosse partie de travail qui joue là-dedans, une grosse partie de stress dû au travail en tout cas, mais le fond, tout ce qui se passe en fond qui est tellement anxiogène. Non mais parce que là, dans mon gloubi-boulga de choses démoralisantes, j'ai pas non plus parlé de l'intervention de Macron sur le réarmement démographique non plus. Non mais, que voulez-vous? Non mais je vous dis, peu importe où on regarde et ce qu'on écoute, j'ai l'impression que rien ne va. Alors moi évidemment, si je regarde juste à mon échelle, bah, tout va bien, voilà. Avec David on s'aime, nous on les aime, on est dans un appartement qu'on adore, dans une ville qu'on adore, on a de beaux projets de construction d'une maison écologique au bord de la mer. Si je regarde juste cette petite bulle, et parfois j'essaye de ne regarder que ça, mais bon c'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était juste pour vous envoyer du love et du courage, parce que si vous êtes un petit peu comme moi,
Mais clairement, vous n'êtes pas tout seul. Je suis à peu près sûre que je ne suis pas la seule à avoir beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Comment ça va, où est-ce que ça va aller tout ça. Et donc je sais qu'on est tous ensemble, que cette communauté réellement, ça... Enfin moi ça me porte énormément parce qu'en fait je sais que cette communauté est composée de gens qui sont engagés, qui essayent de faire les choses bien, qui sont peut-être pas parfaits mais en tout cas qui essayent. Et en fait rien que ça, rien que d'essayer, ça veut dire que déjà on met un pied dans le monde que moi je souhaiterais, c'est-à-dire un monde plus juste, un monde plus équitable, un monde qui réfléchit et qui réfléchit pas que pour son intérêt personnel, qui réfléchit pour le bien collectif. C'est la base en fait. Enfin moi c'est ce que je me souhaiterais de vivre dans un monde qui fonctionne comme ça. Aujourd'hui c'est pas encore le cas. Et c'est vrai que ça amène énormément de motivation, qu'on soit tous ensemble et qu'on sente en fait, à travers cette communauté, qu'on sente qu'il y a de belles actions, qu'il y a de beaux acteurs, des gens qui essayent de changer les choses et au prix parfois de beaucoup de sacrifices. Et en fait c'est beau d'assister à ça, mais voilà, je suis un peu dans une phase où je me dis découragement quoi, découragement total. Et j'espère que ça ne va pas durer. Alors dans ces cas-là, c'est ce que je vous dis, j'essaye de me reconcentrer sur mon échelle, les petites choses autour de moi. C'est vraiment la meilleure chose de reprendre pied. Et c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment reprendre pied. Parce que quand on regarde un petit peu trop loin de soi, on peut vite être découragé justement parce qu'on n'a pas de prise sur tout ça. Et j'en parlais dans une vidéo précédemment. C'est marrant finalement comme ça ne change pas. Comme je m'aperçois du coup à travers ces vlogs que c'est quand même quelque chose qui me pèse depuis plusieurs mois. Mais voilà ce que j'essaye de faire moi en tout cas au quotidien, c'est de me rattraper aux choses qui m'entourent et qui me font du bien. Donc voilà, réaliser à quel point je suis reconnaissante de tout plein de choses que j'ai autour de moi, sur lesquelles je peux compter. Essayer de prendre soin de moi aussi. Moi je sais que ça passe beaucoup par la routine de ma peau que je fais tous les jours. Ça c'est mon petit rituel, mon petit cocon vraiment que je ne louperai pour rien au monde. La lecture aussi. Enfin voilà, aller faire par exemple un marché alternatif à Lisbonne pour trouver des stands de nourriture végane et de la seconde main. Enfin voilà des petites choses comme ça qui amènent un petit peu d'étincelle et qui donnent un peu l'impression d'agir. Et puis mine de rien, le contenu que je fournis sur mes réseaux sociaux et qui essaye de faire évoluer les consciences, c'est aussi quelque chose auquel je me raccroche parce que je me dis que non, c'est pas vain, ça peut servir. Et je le constate tous les jours à travers vos messages que vous m'envoyez, qui me dites que oui, ça vous a permis de changer complètement vos habitudes ou de repenser ça, que vous avez pris certaines idées, que vous les avez véhiculées à votre famille, à votre cercle à vous, donc que vous avez soufflé sur mes graines pour faire, peut-être, on ne sait pas, pousser un arbre. Bref, je sais que ce n'est pas vain, je sais que c'est utile et vous pouvez vous dire la même chose. Vous aussi, vous pouvez agir à votre toute petite échelle dans votre coin. Et en fait, si tout le monde fonctionne comme ça, petit à petit, normalement, le monde se porte mieux. Voilà. Je n'ai pas pour ambition de devenir présidente de la République. De toute façon, ce sont tous des pourris. Donc finalement, mon seul rayon d'action, c'est d'agir à ma petite échelle, tout en essayant de conserver ma santé mentale et de faire toujours attention aux petits bonheurs qui jalonnent mon chemin. Très important, les petits bonheurs qui jalonnent le chemin. Voilà, je vais arrêter le vlog ici, assez blablaté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez en ce moment, si vous ressentez aussi ce découragement ou si au contraire vous arrivez à vous accrocher à certaines infos qui vous motivent, qui vous donne envie d'avancer ou même à votre projet qui pèse dans le game, même si c'est à toute petite échelle à nouveau, mais qui apporte du bien aux autres, qui apporte du bien au collectif, qui fait peut-être changer les consciences, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, je vous fais de gros câlins. Si vous passez par une phase un petit peu comme ça, n'oubliez pas qu'on est ensemble. C'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas aussi d'ailleurs, entre vous, dans les commentaires, à vous remonter le moral. On est une petite équipe, on va faire au mieux pour que tout le monde se sente bien. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.